Sexisme. Le sexisme désigne une attitude de discrimination basée sur le sexe et qui nie le droit à l'égalité et la liberté de l'être humain. Les stéréotypes misogynes engendrent le sexisme. Cette attitude est ancienne et ancrée dans les mentalités de plusieurs siècles puisque déjà sous Napoléon, le code civil exigeait de la femme l'obéissance à son mari, l'obligation d'habiter avec lui et de le suivre partout où il souhaitait résider. De plus, au XIXe siècle, le programme des écoles indiquait « L'école primaire doit préparer les garçons aux futurs travaux de l'ouvrier et du soldat et les filles aux soins du ménage et aux ouvrages de femmes. » C'est la Première Guerre mondiale, au XXe siècle, qui va faire évoluer les mentalités car les femmes ont dû occuper les fonctions des hommes partis au front. Au fil du siècle, les mouvements féministes ont favorisé l'évolution de l'égalité femmes-hommes, même si de nos jours des préjugés sexistes persistent. Les femmes se battent en 1830, elles se battent en 1848 et elles se battent plus encore en 1871. De toute façon, la participation des femmes aux révolutions n'a fait que croître. D'abord, de toute façon, elles sont toujours présentes. Alors plus ça va, plus elles sont présentes dans les combats. Au début, il y a une répartition genrée des rôles. Les femmes, c'est les nénettes à l'arrière, qui apportent à bouffer aux mecs qui combattent, qui chargent les fusils, qui soignent les blessés, qui pleurent les morts et tout. Bon, voilà, on attend ça des femmes. Et certaines arrivent à combattre, parfois même en se déguisant en homme, parce qu'en fait on n'envisage pas de donner une arme à une femme. En 1948, il y en a encore plus qui combattent, elles font toujours les trucs à l'arrière, et en 1871, plus encore. Louise Michel, c'est une institutrice. Très vite, elle se lie avec les milieux socialistes. Donc c'est une institutrice rouge, on disait la Vierge rouge après. C'est une féministe parce qu'elle défendait aussi, elle s'habillait en garde nationale pour revendiquer le droit des femmes à avoir le droit de combattre comme les hommes. Mais c'est aussi une grande militante socialiste puis anarchiste. Quand éclate la commune, elle sera centrale dans la commune. Alors, elle ne peut pas être élue, puisque la commune n'est pas allée très loin finalement dans les droits féministes et les femmes n'ont pas pu ni être élues ni voter pour élire le conseil municipal qu'on appelle la commune. Mais elle joue un rôle qui est là aussi un peu genré d'une certaine façon, parce qu'elle s'occupe du ravitaillement, elle s'occupe de l'école, elle s'occupe de ces trucs-là, mais elle est très présente dans la commune. Et donc elle s'est retrouvée accusée, jugée. Comme tous ceux qui avaient combattu étaient condamnés pour la plupart quand c'était avéré à la peine de mort, mais elle, comme femme, on n'avait pas voulu la condamner à la peine de mort, elle a réclamé d'être traitée comme un homme parce qu'elle était une combattante, mais bon, elle a été déportée en Nouvelle-Calédonie. Après, il y a le moment dans la Révolution, il y a toujours le moment du combat. Mais il y a aussi après, ça peut durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois, un moment encore révolutionnaire. Et là, les femmes, que ce soit en 30, en 48 ou pendant la Commune, elles sont importantes. Elles créent des clubs, elles créent des journaux, elles discutent, elles expriment leurs revendications qui sont des revendications révolutionnaires qui sont les mêmes que celles des hommes, mais aussi des revendications féministes. En revanche, à chaque fois après les révolutions, pouf, elles sont éliminées et on parle très peu de la présence des femmes dans les révolutions. Alors c'est un vieux débat, c'est au moment de la Révolution française, tout de suite. Il y a des hommes comme Condorcet qui sont pour le droit de vote des femmes. Là, le reste, grande majorité, y compris le Robespierre, là, il est contre le vote des femmes. Voilà. Après, il y a 1848, date à laquelle notre pays adopte le suffrage universel. Mais ce n'est pas un suffrage universel, c'est un suffrage semi-universel, puisqu'il n'y a que les hommes qui voteront. La femme doit, pour Godin, avoir un rôle identique à celui de l'homme. Godin est un partisan de l'égalité homme-femme. En sachant qu'à l'époque, on part de très loin, dans le sens où la femme n'a quasiment aucun droit, il va commencer avec le féministère à mettre en place des principes fondamentaux et qu'on ne retrouvera parfois dans la société française que 50, voire 70 ans plus tard. Comme par exemple, le fait que, en termes d'éducation, garçons et filles doivent avoir accès au même savoir, à la même connaissance, dans les mêmes classes, et ce, par le biais du même professeur. Et non plus d'avoir les garçons d'un côté, les filles de l'autre, avec école de garçons, école de filles. Où, à l'époque, on n'apprenait pas du tout la même chose. Aux garçons, c'était des cours généraux ou des cours industriels. La fille, on lui apprenait tout simplement à bien savoir s'occuper d'une maison. C'était des cours de cuisine, c'était des cours de couture, c'était des choses comme ça. Vous voyez, on mettait en avant cette inégalité. Lui, Godin, prend et perçoit les choses de manière différente. C'est un
bâtiment très important du familistère qui s'appelait la nourricerie Pouponna. C'était en fait la crèche du familistère. Godin avait dès l'origine conçu un système de prise en charge de la petite enfance au familistère. Le bâtiment permettait d'accueillir des enfants de 15 jours à 6 ans, puis de 6 à 14 ans, l'école. Et surtout ici, il y a une question d'émancipation de la femme. Parce que si la femme peut déposer un enfant en bas âge dans ce bâtiment, en sachant que le bâtiment est conçu à cet effet et que le personnel est qualifié, elle a plus de temps pour elle. Si elle a plus de temps pour elle, elle peut trouver un emploi. Si elle trouve un emploi, elle touche un salaire. Et en touchant un salaire, elle devient l'égale de l'homme dans la gestion du foyer et pourquoi pas par la suite dans la gestion du familistère. Vu que tous les hommes sont partis au front, il ne reste plus que les femmes pour travailler dans les usines. Et dans les champs, il ne faut pas oublier que sans les femmes, les champs n'auraient pas été mis en culture et ils n'auraient donc pas eu de nourriture non plus. Alors Louise de Béthigny, elle est issue de la bourgeoisie de Saint-Amand-les-Eaux, donc c'est dans le Nord. Et la particularité de Louise de Béthigny, c'est qu'elle a fait ses études en Angleterre et en Allemagne. Donc elle parle particulièrement bien anglais et elle comprend aussi l'allemand, ce qui lui permet d'intercepter des messages secrets, des messages allemands qui prévoyaient des offensives sur le secteur. Donc elle est connue parce qu'elle cachait des messages dans le chaton de sa bague et aussi dans le guidon de son vélo, paraît-il. Et la particularité de Louise de Béthigny, c'est que c'est une femme, mais elle est résistante. Donc on pense toujours résistance avec la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, on s'aperçoit que pendant la Première, il y a quand même des actes de résistance. Et en plus, c'est une femme, quoi. Donc les Allemands vont l'intercepter parce que justement, elle capte ces messages secrets. Et ils vont la déporter en Allemagne et elle va mourir faute de soins en Allemagne. Il y avait des mouvements féministes qui se battaient pour l'obtention du droit de vote en France en s'appuyant sur le mouvement britannique des suffragettes, qui avait été un mouvement populaire très, très fort féminin pour obtenir le droit de vote, ce que les Britanniques avaient obtenu, et alors que les Françaises ne l'avaient pas obtenu. Donc c'était une revendication politique des femmes, mais qui n'était pas sans doute coordonnée en mouvement pétitionnaire. Mais effectivement, un certain nombre de femmes considéraient qu'il était totalement inadmissible qu'elles n'aient pas le droit de vote et qu'elles ne puissent pas exercer leurs devoirs et leurs droits de citoyennes. 3 femmes au gouvernement: Cécile Brunschvig, militante radicale socialiste, militante féministe; Irène Joliot-Curie, scientifique, intellectuelle, féministe aussi, de sympathie communiste; et Suzanne Lacorre, qui est institutrice, c'est une militante socialiste. 3 femmes, c'est une nouveauté parce qu'elles n'ont ni le droit de vote, elles ne sont pas éligibles. La question qui est en débat à cette époque-là, c'est que vous avez au sein des gauches, parmi les 3 partis, un parti qui est hostile au droit de vote des femmes, c'est le Parti radical socialiste. Dans la société française de l'époque, très machiste, très misogyne, où les femmes n'ont aucun pouvoir, aucun rôle, alors qu'elles se manifestent dans les arts, dans la politique, dans la recherche scientifique, et elles se manifestent, et il y a des grands noms de femmes à l'époque. Des femmes qui se battent pour ce droit de vote des femmes. Mais il y a une société française qui se ferme à ces droits-là, et notamment au principal, le droit à l'expression et aux libertés, qui est le droit de vote. La question du vote des femmes, c'est vraiment totalement lié à la résistance. Parce qu'on sait que parmi les effectifs de la résistance, il y avait entre 25 et 30% de femmes dans les réseaux d'évasion, dans les réseaux de renseignement, dans les mouvements de résistance. Et c'est véritablement par l'action des femmes dans la résistance qu'elles ont conquis d'une manière définitive le droit de vote. Dans les débats qui ont eu lieu à Alger en fin 1943 sur la question du vote des femmes à la Libération, certains avaient proposé quelque chose qui est assez amusant, c'est que les femmes pourraient être élues, donc elles étaient éligibles, mais elles n'auraient pas le droit de vote. C'est-à-dire qu'elles pourraient se présenter à la mairie, par exemple, mais elles seraient élues que par des hommes. Autrement dit, elles ne seraient jamais élues, évidemment. Vous voyez, il y a eu des débats jusqu'au bout, quand même, des réticences jusqu'au bout, de gens qui n'étaient pas encore totalement convaincus. Mais l'argument définitif, c'était de dire c'est impossible, vu le rôle qu'ont joué les femmes et qu'elles jouent encore en ce moment, puisque là on était en 1943, dans la résistance, on ne peut pas ne pas leur accorder un droit de vote total. Et il faudra attendre donc l'ordonnance du général de Gaulle pour qu'en 1944, la République française adopte le droit de vote des femmes.